En octobre 1992, sur le versant de l'Annapurna, l'une des montagnes les plus dangereuses du monde, où un alpiniste sur 3 meurt, va se jouer l'un des drames les plus choquants de l'histoire de l'alpinisme. 2 Français vont se retrouver dans un piège mortel à 7300 mètres d'altitude, où toute erreur est synonyme de mort instantanée. Alors que l'espoir d'être secouru s'évanouit et que les chances de survie deviennent quasi nulles, l'un d'entre eux va réaliser un exploit si incroyable que même 30 ans plus tard, les alpinistes en parlent avec un frisson dans la voix. Ce qui se passera sur cette montagne bouleversera toutes les notions de possibilités humaines. À plus de 8000 mètres de Zmaets au-dessus du niveau de la mer se dresse l'Annapurna Him, l'un des sommets de 8000 mètres les plus dangereux au monde. Sa face sud presque à pic, longue de quelques 2500 mètres, est considérée comme un véritable défi, même pour les alpinistes les plus expérimentés. Cette montagne a acquis une sinistre renommée. Une personne sur 3 qui tente de conquérir son sommet meurt. En octobre 1992, personne n'avait encore réussi à ouvrir une nouvelle voie pour gravir la face sud de manière simple et rapide, sans camp intermédiaire ni soutien supplémentaire. Le mois d'octobre dans l'Himalaya est une période particulière. La saison de la mousson, au cours de laquelle de fortes pluies s'abattent sur la région, est terminée et les rudes tempêtes hivernales n'ont pas encore commencé. À cette époque de l'année, le temps est généralement plus stable, ce qui donne aux alpinistes une chance de réussir leur ascension. Cependant, même à cette période, le temps est imprévisible. Des chutes de neige soudaines et des vents violents peuvent s'abattre sur les pentes en l'espace de quelques heures. La face sud est un terrain complexe composé de glaces abruptes, de falaises abruptes et de corniches en surplomb. Le jour, le soleil réchauffe les couches supérieures de neige et de glace, provoquant des chutes de pierres et des avalanches, tandis que la nuit, la température descend jusqu'à 30 degrés centigrades. Il existe 2 approches principales de l'ascension des plus hautes montagnes du monde. La première, classique, consiste à établir plusieurs camps à différentes altitudes, à y apporter des bouteilles d'oxygène, de la nourriture et du matériel, avec l'aide de guides de montagne locaux, les Sherpas. Le style alpin est plus compliqué et plus risqué. Ici, tout est basé sur la rapidité et la légèreté. 2 ou 3 alpinistes emportent un minimum de nourriture et d'équipement et grimpent sans soutien supplémentaire ni oxygène. C'est la façon la plus propre, mais aussi la plus dangereuse de conquérir le sommet. Chaque gramme d'équipement supplémentaire peut être décisif entre la vie et la mort, et toute erreur à une telle hauteur est fatale. Pierre Beguin ne ressemble pas à l'image typique d'un conquérant de montagne intrépide. À 41 ans, cet ingénieur en mécanique de Grenoble, en France calme et réfléchi, avait plutôt l'air d'un professeur d'université. Titulaire d'un doctorat et expert en avalanche, il aborde chaque ascension avec une approche scientifique. Pour lui, la montagne était plus qu'un simple défi sportif. Elle était devenue une philosophie de vie. En 1992, Beguin avait déjà escaladé 5 montagnes de plus de 8000 mètres, dont le légendaire K2. Il n'y a que 14 montagnes de ce type dans le monde, et elles sont considérées comme le but ultime de l'alpinisme. Ce palmarès et cette expérience unique ont fait de lui l'un des plus grands grimpeurs français de l'Himalaya. Il vivait dans un petit village au pied des Alpes avec sa femme Annie, se consacrant entièrement à la montagne et à la recherche des itinéraires les plus difficiles. Son compagnon, Jean-Christophe Lafay, 27 ans, représentait une nouvelle génération d'alpinistes français. Originaire de Gap, une petite ville des Alpes françaises, il a commencé à grimper dès l'enfance et a rapidement obtenu des résultats exceptionnels. Lafay pouvait gravir les voies rocheuses les plus difficiles que seules quelques personnes dans le monde pouvaient réaliser. Mais son principal atout était son incroyable endurance. Il pouvait travailler pendant des heures sur des falaises abruptes sans se déconcentrer. Malgré son expérience dans les Alpes, où il a travaillé comme guide de montagne, Lafay n'était jamais allé dans l'Himalaya. Pour lui, cette expédition devait être son ticket d'entrée dans l'alpinisme de haute montagne. Ils se sont rencontrés au début de l'année 1992 lors d'une prestigieuse cérémonie de remise de prix d'alpinisme à Paris. Beguin, qui reçoit le prix des ascensions himalayennes, remarque le jeune grimpeur dont les exploits dans les Alpes sont impressionnants de technicité. Il voit en Lafay quelqu'un qui pourrait être le partenaire idéal pour une ascension technique difficile. Ils sont unis par un même désir d'alpinisme pur, sans oxygène d'appoint et sans nombreux appuis. Comme le disait Beguin lui-même, en montagne, ce n'est pas seulement la force qui compte, mais aussi la capacité de penser. Et Lafay a apporté un regard neuf et une incroyable ténacité.
Personne n'aurait pu deviner à l'époque que ce partenariat, qui semblait être la combinaison parfaite de l'expérience et de la jeunesse, aboutirait à l'une des histoires les plus dramatiques de l'histoire de l'alpinisme. Beggen et Lafaille ont passé 2 semaines au camp de base, à 4200 mètres d'altitude, pour s'acclimater, c'est-à-dire pour habituer progressivement leur corps à l'altitude. Chaque jour, ils montaient de plus en plus haut et redescendaient pour passer la nuit, une tactique qui permet au corps de s'adapter à l'air raréfié. Ici, au pied de la montagne, ils scrutent l'itinéraire à la jumelle, notant tous les passages potentiellement dangereux. La face sud de l'Annapurna s'offre à eux dans toute sa splendeur. Des pentes de glace abruptes en bas, des falaises de glace abruptes en haut et des corniches de neige en surplomb tout en haut. Contrairement aux expéditions conventionnelles, où les alpinistes utilisent des kilomètres de cordes pour organiser l'assurance et l'aide de locaux pour porter leurs charges, Beggen et Lafaille ont décidé d'y aller léger. Tout leur matériel tient dans 2 sacs à dos de 15 kg chacun. Beggen, le plus expérimenté, a pris l'essentiel de l'équipement technique: cordes, crochets et languettes, des dispositifs spéciaux qui sont martelés dans les rochers ou la glace pour organiser l'assurance. Lafaille porte une tente légère d'un peu plus d'1 kilo, de la nourriture et un peu d'équipement général. Il prévoit de faire l'ascension en 4-5 jours, de trouver un nouvel itinéraire où personne n'est allé auparavant et de redescendre avant d'être à court de provisions. L'ascension commença dans les premiers jours d'octobre 1992. Le premier jour s'est bien passé. Ils ont grimpé jusqu'à 5500 mètres d'altitude en surmontant des pentes de glace abruptes. Pour la nuit, ils ont découpé un petit espace dans la glace pour y installer une tente. De tels endroits sont appelés bivouacs par les alpinistes. Le matin, nous avançons. Lafaille, malgré son manque d'expérience en haute altitude, s'est parfaitement comporté. Ses compétences en escalade se sont révélées précieuses dans les passages rocheux difficiles. Beggen, quant à lui, s'est frayé un chemin avec assurance, trouvant les passages les plus sûrs dans le dédale des crevasses et des pièges à glace. Chaque jour, ils gagnent de l'altitude. Le 3e jour, ils atteignent 7000 mètres, une altitude où l'air est si raréfié que chaque pas demande un effort énorme. C'est là que de nombreux alpinistes commencent à utiliser des bouteilles d'oxygène. Mais Beggen et Lafaille ont grimpé sans elles. Le soir du 4e jour, ils sont à 7300 mètres. À moins de 800 mètres du sommet, le succès semble proche. Mais c'est à ce moment-là que les conditions météorologiques, qui étaient restées relativement stables tout au long de ces journées, ont commencé à changer rapidement. Le vent qui se lève et les premiers flocons de neige ne sont que les signes avant-coureurs d'une tempête imminente qui changera bientôt la vie des 2 alpinistes pour toujours. Les premières rafales de vent à 7300 mètres d'altitude n'ont pas suscité d'inquiétude, comme c'est souvent le cas en montagne. Beggen et Lafaille parviennent à monter leur minuscule tente sur un étroit rebord rocheux, à peine suffisant pour s'allonger. Mais à la tombée de la nuit, le vent s'est intensifié au point que les minces parois de la tente se déforment sous la pression et le sifflement et le grondement de la tempête étouffent les voix des alpinistes. Le lendemain matin, la situation n'a fait qu'empirer. La visibilité n'est plus que de quelques mètres à cause du voile de neige. La température a chuté à 30 degrés et les rafales de vent ont atteint 80 km/h. Dans ces conditions, il aurait été suicidaire de poursuivre l'ascension. Beggen et Lafaille décident d'attendre que la météo s'améliore, une pratique courante pour les ascensions en haute altitude. Les 2 jours suivants sont devenus un véritable test d'endurance humaine. Une tente à peine plus grande qu'un sac de couchage est leur seul refuge contre le froid glacial. Ils dorment à tour de rôle, serrés les uns contre les autres pour tenter de conserver une chaleur précieuse. Chaque fois qu'ils devaient sortir, même pour de simples nécessités humaines, cela devenait une aventure dangereuse, car les rafales de vent menaçaient de les projeter hors de l'étroite corniche. La nourriture et l'eau ont été distribuées avec le plus grand soin. Chaque repas se composait d'une poignée d'aliments lyophilisés ou de quelques morceaux de chocolat qu'il fallait répartir sur plusieurs heures. Pour obtenir de l'eau, il fallait faire fondre la neige sur un petit brûleur à gaz, ce qui prenait beaucoup de temps à une telle altitude. En raison de l'air raréfié, le point d'ébullition était beaucoup plus bas que dans des conditions normales, mais la flamme du brûleur était négligeable, en raison du manque d'oxygène. Chaque goutte du précieux liquide est soigneusement répartie entre les alpinistes. La tempête n'a pas cessé un instant. Le mugissement du vent est si assourdissant qu'il faut crier pour s'entendre, même dans la tente. Les murs de leur maigre abri se déforment constamment sous la pression des éléments, menaçant d'éclater à tout moment.
La mince tente était la seule barrière entre eux et la température de 30 degrés. Les nuits sont particulièrement effrayantes. L'obscurité et le grondement incessant de la tempête créaient un sentiment de détachement total du monde. L'étroite corniche rocheuse qui leur sert de bivouac est progressivement recouverte de neige. Toutes les heures, Beggen ou Lafaille doivent sortir pour déblayer la neige qui s'accumule et dont le poids menace de faire s'effondrer leur fragile abri. La neige fraîchement tombée s'accroche aux pentes abruptes comme de la poudre à canon, prête à exploser à la moindre secousse. Leur situation est compliquée par un isolement total. Contrairement aux expéditions modernes, ils n'ont pas de téléphone satellite ni de prévision météorologique. Ils ne pouvaient compter que sur leur expérience et leur intuition. Beggen, qui avait passé beaucoup de temps dans l'Himalaya, s'est rendu compte que si la tempête s'éternisait, leurs chances de survie s'amenuiseraient d'heure en heure. Au 3e jour de la tempête, les réserves de nourriture commencent à s'épuiser. Pire encore, la neige fraîchement tombée avait radicalement modifié l'état de la route. Chaque centimètre de neige augmente le risque d'avalanche et les rochers glacés deviennent encore plus dangereux. La température continue de chuter et le vent non seulement ne faiblit pas, mais semble même se renforcer. C'est alors que Beggen, après avoir examiné les conditions, prend une décision qui changera à jamais le destin des 2 alpinistes. Ils doivent redescendre, immédiatement. La décision de descendre est prise le matin du 11 octobre. Après 2 jours de lutte contre les éléments, ils ont compris que l'attente était synonyme de mort. Beggen, le plus expérimenté, part en premier. Il doit accrocher des cordes pour s'assurer dans les passages particulièrement difficiles de la descente. Lafaille reste en position, prêt à le suivre. La visibilité est si mauvaise qu'ils se distinguent à peine l'un de l'autre à travers l'épais voile de neige. Chaque rafale de vent menace de les faire tomber. Avant d'entamer la descente, Beggen choisit longuement un point d'assurage. Finalement, il trouve une crevasse dans la roche et y installe un Friend, un dispositif mécanique spécial doté d'un mécanisme à ressort, qui se déploie à l'intérieur de la crevasse et y est solidement fixé. Dans des conditions normales, ces dispositifs peuvent supporter le poids de plusieurs personnes, et Beggen, en tant qu'alpiniste expérimenté, les a utilisés des milliers de fois. Après avoir fixé la corde principale au front, Beggen entame une descente prudente. Lafaille surveille attentivement chacun de ses mouvements, tenant la corde de sécurité et prêt à tout moment à freiner la chute éventuelle de son partenaire. Malgré le blizzard, il distingue la silhouette de Beggen qui descend lentement la paroi enneigée. Tout se passe en quelques secondes. Il y eut d'abord un craquement effrayant, le bruit que tout grimpeur redoute le plus d'entendre. Ce n'est ni le crissement habituel de la neige sous les pieds, ni le bruit du vent. Lafaille comprit immédiatement que quelque chose était arrivé à la fixation. L'instant d'après, il aperçoit le visage de Beggen. Leurs regards se croisent une dernière fois, la conscience de l'inévitable se figeant dans les yeux de son compagnon. Friend, incapable de résister à la charge, a été complètement arraché de la fissure glacée avec des morceaux de rocher. Beggen, alpiniste himalayenne chevronné, entame une chute que rien ne pourra arrêter. La corde qui relie les 2 alpinistes descend en serpentant, emportant avec elle tout le matériel technique attaché à Beggen. Corde principale, crochet, mousqueton, cygnet. En une seconde, sa silhouette disparaît dans la pénombre blanche de la tempête. Le cri de Lafaille est noyé dans le fracas de la tempête. Il sait qu'une chute d'une telle hauteur ne laisse aucune chance de survie. Son compagnon vient de plonger dans un gouffre de plus de 1000 mètres de profondeur. Pendant les premières minutes, Lafaille reste immobile, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Mais la réalité est impitoyable. Il se retrouve seul à 7300 mètres d'altitude, pratiquement sans équipement, dans des conditions véritablement inhospitalières. Pendant les heures qui suivent la chute de Beggen, Lafaille reste au même endroit, essayant de comprendre ce qui s'est passé et d'évaluer sa situation. C'est alors que survient un accident qui, en un instant, réduit considérablement ses chances de survie. En haute altitude, lorsque le soleil chauffe les couches supérieures de la roche, les chutes de pierres sont fréquentes. Malgré le blizzard, l'un de ces rochers est descendu d'en haut et a heurté son bras droit. L'avant-bras est touché et Lafaille sait tout de suite qu'il est cassé. La douleur est si intense qu'il ne peut bouger son bras pendant plusieurs minutes. La blessure est une complication sérieuse. Lafaille ne pouvait plus bouger que légèrement les doigts. Or, les mains sont l'outil le plus important de l'alpiniste, surtout à la descente, lorsqu'il faut travailler avec les cordes, organiser l'assurance, s'accrocher aux rochers. Aujourd'hui, il doit faire tout cela d'une seule main. Après avoir perdu son partenaire et s'être blessé à la main,
Lafaille s'est retrouvé dans une situation qui, pour la plupart des alpinistes, signifierait une mort certaine. Il dispose d'un équipement minimal, une corde fine de 20 mètres de long qui, dans des conditions normales, n'est utilisée que comme auxiliaire, un mousqueton pour l'assurance et une paire de crampons pour se déplacer sur la glace. Parmi le matériel inhabituel, il y avait des piquets de tentes en aluminium qui n'ont jamais été destinés à l'alpinisme. Lafaille a passé les premières 24 heures après la tragédie dans une immobilité totale. Le choc de ce qui s'est passé et la douleur dans son bras l'ont confiné à son siège. Mais lorsqu'il n'a plus eu de nourriture, il a su qu'il devait redescendre sous peine de mourir de froid dans son minuscule abri à 7300 mètres d'altitude. Pour descendre, Lafaille a mis au point une technique risquée. À l'aide de son seul bras sain et de ses dents, il enfonce des piquets de tente en aluminium dans la glace ou dans les fissures des rochers. Il y attache sa fine corde et descend sur la moitié de sa longueur. Il remontait ensuite la corde et recommençait le processus. C'est un système extrêmement peu fiable. Les piquets de tente ne sont pas conçus pour une telle charge et peuvent se rompre à tout moment. Mais la véritable épreuve l'attend. Au cours de l'une des descentes, l'un des crampons, des dispositifs spéciaux munis de dents acérées pour marcher sur la glace, a glissé de sa botte et s'est envolé vers le bas. Il n'avait donc plus qu'un seul crampon au pied gauche. Sur la glace raide de la face sud, une telle perte est pratiquement une question de jugement. Il est impossible de rester sur une pente de 70 degrés avec un seul crampon. Lafaille a poursuivi sa descente en utilisant le seul crampon restant et sa main saine, sa main droite ne tenant que légèrement le terrain. Chaque mètre de descente peut être le dernier. Il suffit d'un faux mouvement, d'une glissade, pour que le sort de Beggen se répète. Serrant les dents contre la douleur, il descend lentement, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. Vers la fin du deuxième jour de la descente, ce que les alpinistes eux-mêmes appelleront plus tard un miracle se produit. Grimpant le long d'une étroite corniche, Lafaille s'arrête pour reprendre son souffle. C'est à ce moment-là que son regard se pose sur un petit banc de neige situé sur une corniche, juste en dehors de sa trajectoire. Quelque chose de métallique dépassait de la masse blanche, luisant même dans la faible lumière de ce jour couvert. Tout d'abord, il n'en crut pas ses yeux. Les chances que le chat perdu ne se soit pas envolé dans l'abîme, mais qu'il ait atterri ici, étaient minces. S'approchant prudemment de la trouvaille, Lafaille découvrit effectivement son chat perdu. Il est coincé dans la neige molle qui s'est accumulée sur le rebord du rocher. Si la neige avait été plus dure, elle aurait rebondi et se serait envolée. Si la corniche avait été un peu plus petite ou si elle avait été inclinée différemment, elle ne serait pas restée coincée. Si Lafaille avait pris un autre chemin pour descendre, il ne l'aurait jamais remarqué. Toutes ces coïncidences s'additionnent et lui donnent une seconde chance. Maintenant, avec ses deux crampons, il peut se déplacer avec beaucoup plus d'assurance sur la glace raide, ce qui augmente considérablement ses chances d'atteindre les sections inférieures de la paroi en vie. Mais il lui reste encore 3 jours de descente éprouvante, où chaque mètre peut être le dernier. La descente de Lafaille par la face sud de l'Annapurna a duré 5 jours. Avec son deuxième chat, ses chances sont meilleures, mais les dangers le guettent littéralement. Il décide de se déplacer principalement de nuit, les risques d'éboulement étant moindres dans l'obscurité car la glace gelée maintient mieux les rochers en place. Pendant la journée, il trouve de petites corniches où il peut s'appuyer sur la roche. L'équipement se dégrade peu à peu. La fine cordelette qui lui sert d'assurance s'est effilochée à force de frotter contre la glace et les rochers. À un moment donné, Lafaille doit l'abandonner, car il est de plus en plus difficile de tirer sur la corde à chaque descente. Il descend désormais sans filet, avec seulement des crampons et un piolet. Son bras cassé est gonflé et presque immobile, et chaque contact lui procure une vive douleur. Au 4e jour de descente, il franchit les parties les plus difficiles de la paroi sud. La pente est désormais moins raide, mais un nouveau danger apparaît. De nombreuses fissures dans le glacier, dont beaucoup sont cachées sous une fine couche de neige. Un faux mouvement et vous pouviez tomber dans un abîme de glace sans fond. Au soir du 5e jour, le 16 octobre, Lafaille, fatigué, aperçoit les tentes du camp de base d'une expédition slovène travaillant sur un autre itinéraire. Les tentes orange et jaune vif, se détachant sur la neige blanche, semblent être les balises du salut. Il est tellement épuisé qu'il ne peut même pas crier pour attirer l'attention. Il a continué à descendre lentement, se dirigeant vers les tentes, chaque pas étant très difficile à faire. Les alpinistes slovènes ont été les premiers à apercevoir la silhouette solitaire sur le glacier. Au début, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une silhouette sombre sur la pente blanche se déplaçait lentement dans leur direction.
Personne ne s'attendait à voir les deux Français vivants après une telle tempête. La nouvelle de leur disparition était déjà parvenue au camp de base. Plusieurs Slovènes se précipitent vers eux lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit bien d'un homme. Lorsque la faille atteint enfin leur camp, il ressemble plus à un fantôme qu'à une personne vivante. Son visage est noirci par le gel et le vent, ses vêtements sont en lambeaux contre les rochers et son bras droit pend sans vie le long de son corps. Heureusement, il y avait parmi les Slovènes un médecin qui examina immédiatement le bras blessé et lui fit une injection d'anesthésiant. 5 jours sans nourriture, avec un bras fracturé et une lutte constante pour chaque mètre de descente ont complètement épuisé les forces de l'alpiniste français. Mais le plus dur de l'épreuve est passé. Il est descendu d'une altitude de 7300 mètres jusqu'au camp de base à 4200 mètres, surmontant l'un des itinéraires les plus difficiles de l'Himalaya dans des conditions que la plupart des experts considéraient comme incompatibles avec la survie. Cette descente restera dans l'histoire de l'alpinisme comme l'un des plus incroyables sauvetages. Au camp de base de l'expédition slovène, le combat pour la vie de Lafaille commence. Le médecin de l'expédition examine la fracture et pose une attelle provisoire faite de matériaux improvisés. La blessure est grave, l'os de l'avant-bras est cassé et des soins médicaux urgents dans des conditions normales sont nécessaires. La morphine atténue la douleur qui poursuivra Lafaille tout au long de la descente. Les alpinistes l'aident à enlever ses vêtements gelés et l'enveloppent dans des sacs de couchage chaud. 5 jours sans nourriture ni eau, dans un froid extrême et une fatigue physique extrême, ont poussé son corps à ses limites. Il pouvait à peine avaler, sa gorge était enflée à cause de la déshydratation. Les Slovènes lui ont donné du thé chaud avec du sucre par petites gorgées, le ramenant progressivement à la vie. Immédiatement, un message est envoyé par radio à Katmandou, indiquant qu'une évacuation urgente est nécessaire. Mais la météo, comme pour tester la faille une dernière fois, intervient à nouveau. De fortes pluies dans les vallées empêchent l'hélicoptère de sauvetage d'approcher. La faille reste 2 jours au camp de base slovène, oscillant entre épuisement et récupération progressive. Le 19 octobre, au matin, les conditions météorologiques s'améliorent. Le bruit d'un hélicoptère en approche résonne dans la vallée. Les pilotes, au péril de leur vie, parviennent à poser l'appareil sur une petite zone proche du camp de base. Lafaille est embarqué dans l'hélicoptère et se dirige vers Katmandou, où des médecins l'attendent déjà. À l'hôpital de Katmandou, on découvre qu'en plus d'un bras cassé et d'un épuisement général, Lafaille souffre de légères gelures aux doigts et aux orteils. Compte tenu des conditions dans lesquelles il avait passé ces derniers jours, les médecins ont qualifié son état de « remarquablement bon ». De nombreux alpinistes sont restés handicapés ou ont perdu des doigts à cause de gelures après des épreuves similaires. Pendant que Lafaille se rétablissait dans un hôpital de Katmandou, une opération de recherche a été organisée pour retrouver le corps de Pierre Béguin. Dès que les conditions météorologiques se sont améliorées, plusieurs hélicoptères ont arpenté la partie inférieure de la face sud et le glacier à son pied, où l'on pensait que se trouvait l'alpiniste décédé. Les recherches sont compliquées par l'immensité du terrain. En tombant d'une hauteur de plus de 1000 mètres, le corps de Béguin aurait pu se retrouver dans l'une des nombreuses crevasses glaciaires. La neige fraîchement tombée lors de la tempête a rendu la tâche encore plus difficile, en cachant toutes les traces de la chute. La recherche au sol du corps de Béguin a été jugée trop dangereuse. Le risque d'avalanche dans la région restait élevé et traverser le glacier crevassé sans connaître l'emplacement exact du défunt aurait constitué un risque déraisonnable pour les sauveteurs. Après plusieurs jours de tentatives infructueuses, les recherches ont été officiellement interrompues. Le corps de Pierre Béguin, l'un des plus grands alpinistes de sa génération, repose dans les glaces éternelles de l'Annapurna, la montagne à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie. L'histoire de l'ascension de l'Annapurna par Béguin et Lafaille en octobre 1992 a changé le monde de l'alpinisme pour toujours. La descente de Lafaille a été décrite par les experts comme le plus grand sauvetage de l'histoire de l'Himalaya. Le légendaire alpiniste Reinhold Messner, le premier à avoir conquis tous les 8000 du monde, a déclaré qu'il s'agissait d'un exploit dépassant les capacités humaines. Après son rétablissement, Lafaille n'a pas abandonné l'alpinisme. Au contraire, la tragédie semble lui donner une nouvelle force. En 1993, il retourne dans l'Himalaya et gravit les 8201 mètres du Cho Oyu. En 1994, il réalise en solitaire une nouvelle voie sur la face nord du Shishapangma. Mais l'Annapurna ne le lâche pas. Il y retourne à 3 reprises et atteint finalement son sommet en 2002, 10 ans après sa tragique tentative avec Béguin. Cette histoire s'est poursuivie au cinéma.
En 2012, le réalisateur français Christophe Reilla a réalisé un documentaire intitulé Survivre à l'Annapurna, qui retrace les événements de 1992. Le film rend hommage à Pierre Beguin et témoigne de l'incroyable force d'âme de Jean-Christophe Lafaille. En 2006, Jean-Christophe Lafaille est mort lors d'une ascension hivernale en solitaire du Makalu, un autre sommet de 8000 pieds dans l'Himalaya. Il a disparu à environ 7600 mètres d'altitude, presque comme son professeur Beghen 14 ans plus tôt. L'histoire se termine de manière tragique. Ces deux alpinistes exceptionnels ont disparu à jamais dans les bras des géants de l'Himalaya auxquels ils avaient consacré leur vie. C'est comme si les montagnes elles-mêmes avaient décidé de les garder avec elles. La face sud de l'Annapurna est restée longtemps inaccessible dans le style prévu par Beghen et Lafaille. Ce n'est qu'en 2013 que l'alpiniste suisse Ueli Steck est parvenu à réaliser seul leur itinéraire en 28 heures, un exploit considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de l'alpinisme. Steck a dédié son ascension à la mémoire de Beghin et Lafaille, dont la tentative de 1992 a ouvert la voie aux générations futures. Que pensez-vous de cette histoire ? La décision de Beghin de descendre dans la tempête est-elle une erreur ? Ou bien une longue attente sous la tente aurait-elle été encore plus dangereuse ? Qu'est-ce qui a poussé Lafaille à retourner encore et encore à l'Annapurna ? Était-ce de la culpabilité, un hommage à son professeur ou le désir de vaincre sa peur ? La question la plus importante est peut-être de savoir si le risque vaut les objectifs que les alpinistes se fixent. Beghen et Lafaille ont cherché la limite des possibilités humaines et l'ont trouvée dans les montagnes qu'ils aimaient. Mais leur histoire a aussi montré quelque chose d'autre, ce dont un homme est capable lorsque sa vie est en jeu. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un like, cela aidera des histoires comme celle-ci à trouver leur public. Abonnez-vous à la chaîne, vous y trouverez de nombreuses autres histoires passionnantes sur la résilience humaine, le courage et le dépassement de soi. Rendez-vous dans le prochain numéro. Il existe une règle non écrite en alpinisme. Lorsqu'il est temps de revenir en arrière, il faut revenir en arrière. Toujours. À des altitudes où les avions volent en dessous de vous, il n'y a pas de seconde chance et l'aube peut ne jamais se lever. 3 alpinistes britanniques ont enfreint cette règle une fois en mai 1999. Ce qui s'en est suivi a changé leur vie à jamais et est entré dans l'histoire de l'alpinisme nord-américain comme un rappel de l'étroitesse de la frontière entre le triomphe et la tragédie. Le Denali n'est pas seulement une montagne, c'est le colosse qui couronne la chaîne de l'Alaska, dont le sommet de 6200 mètres règne sur l'Amérique du Nord en tant que seigneur incontesté des hauteurs. Les Athabascans locaux l'appellent la Grande Montagne, un nom qui a changé par rapport à son ancien nom, le mont McKinley, pour refléter non seulement sa supériorité physique, mais aussi son pouvoir sur la vie de ceux qui osent le défier. Contrairement aux géants de l'Himalaya dont la réputation repose sur l'altitude pure, le Denali a forgé sa renommée dans les feux de la brutalité arctique. Cette montagne est située à seulement 160 km du cercle polaire, ce qui rend son climat impitoyable. En hiver, les températures chutent régulièrement à 45 degrés et des coups de vent atteignant 112 km/h font de chaque parcelle de peau exposée une victime potentielle d'engelure. Même en été, au plus fort de la saison d'escalade, le temps peut passer en quelques heures d'une douce accalmie à une féroce tempête. Entre la première ascension en 1913 et 2006, le Denali a coûté la vie à 96 personnes. Statistiquement, cela signifie qu'environ un alpiniste sur 300 qui a posé le pied sur ces pentes n'en est pas revenu. Les principales causes de décès ne sont ni les avalanches, ni les chutes, mais un trio insidieux, le mal de l'altitude, l'hypothermie et les gelures. Dans l'air raréfié au-dessus de 4200 mètres, le corps humain commence à se détériorer rapidement. Les poumons s'emparent avidement de l'oxygène, le cerveau perd de sa clarté et le corps refuse progressivement d'obéir aux ordres. Il existe plusieurs voies d'accès au sommet du Denali, mais la plupart des alpinistes empruntent la voie relativement simple du contrefort ouest. Seuls quelques alpinistes s'aventurent sur l'itinéraire techniquement difficile de la côte ouest. Alors que West Buttress est une autoroute de montagne très fréquentée avec des campements établis et des sentiers bien tracés, West Rib est un sentier solitaire réservé à quelques privilégiés. Ici, les murs de glace abrupts avec des pentes allant jusqu'à 50 degrés sont remplacés par des arêtes étroites où chaque pas exige une concentration absolue.
Sur 5 km, l'itinéraire gagne une altitude incroyable de 3600 mètres, c'est presque comme si l'on grimpait une échelle verticale vers le ciel. C'est cet itinéraire, le West Rib, que l'équipe britannique a choisi lorsqu'elle est arrivée en Alaska en mai 1999. Ils ne pouvaient pas savoir que leur ascension allait non seulement tester les limites de l'endurance humaine, mais aussi être le point de départ de l'un des sauvetages les plus impressionnants de l'histoire du Denali. Pour Steve Ball, un alpiniste de 42 ans originaire de Skipton, en Angleterre, l'ascension du Denali devait être le prochain sommet de son impressionnante carrière. Grand, avec des rides autour des yeux dues aux années passées sous le soleil de la montagne, Steve était un exemple classique de leader, calme, judicieux et expérimenté. L'ascension du Denali était pour lui un point culminant, un moyen de prouver que même à 42 ans, il pouvait s'attaquer à l'un des itinéraires les plus difficiles d'Amérique du Nord sur le plan technique. Son partenaire, Anthony Hollingshead, 33 ans, avait une force physique que beaucoup lui enviaient. Doté d'une forte carrure et d'un sourire franc, il était un lien fiable, capable de désamorcer les situations tendues et n'hésitant pas à prendre les charges les plus lourdes. Son amitié de longue date avec Steve a créé un équilibre parfait. Là où Steve planifiait, Anthony exécutait. Le troisième participant était Nigel Vardy, 29 ans, pour qui Denali représentait son premier véritable défi en haute altitude. Mince, au mouvement énergique, il possédait les compétences nécessaires pour effectuer des ascensions difficiles, mais n'avait jamais grimpé à de telles hauteurs auparavant. Pour lui, l'expédition était l'occasion de prouver qu'il était digne de se tenir aux côtés des meilleurs grimpeurs britanniques. L'idée de conquérir le Denali est née lors d'un dîner chez Anthony au cours de l'hiver 1998. Nigel a été découragé par la suggestion soudaine de Steve. « Et si nous allions en Alaska l'année prochaine pour escalader le McKinley ?» Avant même de réaliser l'ampleur de ce qui l'attendait, il avait déjà accepté. Le choix de l'itinéraire, la côte ouest au lieu du contrefort ouest classique, reflétait l'ambition de l'équipe. Tout le monde n'aurait pas osé s'aventurer sur un itinéraire où les pentes de glace abruptes alternent avec des arêtes vives et des crevasses profondes, mais pour ce trio, la difficulté faisait partie de l'attrait. Le 3 mai 1999, un petit avion descend sur le glacier de Kailtna à 2200 mètres d'altitude. Steve, Anthony et Nigel posent le pied sur la neige scintillante et l'abîme vertical du Denali leur apparaît pour la première fois dans toute sa beauté. Il leur reste 17 km de glaciers et de crevasses à parcourir avant d'atteindre le pied de la côte elle-même. Les 17 jours suivants se sont fondus dans un rythme continu. Grimper, installer le camp, s'acclimater, grimper à nouveau. Ils portaient chacun 54 kg de matériel. Ils transportaient de la nourriture pour 25 jours, des tentes, des sacs de couchage, des brûleurs, du matériel d'alpinisme, tout ce dont ils avaient besoin pour survivre dans des conditions extrêmes. Le voyage du camp de base jusqu'au pied de la côte ouest était un défi en soi. Le glacier de Kailtna était un labyrinthe de crevasses cachées où l'équipe se déplaçait en paquets. Au 10e jour de l'ascension, ils avaient atteint une altitude de 4200 mètres. Ici, l'air ne contient que 60% de l'oxygène présent au niveau de la mer. Après 2 jours d'acclimatation, ils sont passés à la partie la plus difficile de l'itinéraire sur le plan technique. La pente moyenne atteint ici 45 à 50 degrés et les pentes de glace abruptes nécessitent l'installation de lignes de vie. Steve a commencé par couper les marches. Anthony le suit et Nigel, impressionné par la difficulté du terrain, apprend soigneusement leur technique. Le 18 mai, après 17 jours d'escalade épuisante, l'équipe établit son camp à 4900 mètres d'altitude. Le bulletin météorologique promet un temps relativement calme, des vents légers et un peu de neige au sommet. Steve, toujours méthodique, fait une suggestion qui lui sera fatale plus tard. Vite en haut, vite en bas. Laissons tout le matériel inutile ici et partons léger. L'idée est séduisante. Sans les lourds sacs à dos, ils peuvent aller beaucoup plus vite, atteindre le sommet et revenir avant la nuit. De plus, les prévisions sont favorables. Ce soir-là, Steve remarqua une rougeur sur la joue de Nigel. « Tu n'as pas mis de crème solaire sur ton visage aujourd'hui ?» demande-t-il avec inquiétude. Nigel admet qu'il a oublié, une petite erreur qui, à cette altitude, peut avoir de graves conséquences. « Assure-toi d'en mettre demain », insiste Steve. Mais ni lui ni Nigel n'auraient pu deviner à quel point cet avertissement allait s'avérer prophétique. Le plan était simple, partir à l'aube en laissant au camp leur tente, leur sac de couchage, de la nourriture supplémentaire et un brûleur à neige. Ils ont emporté le strict minimum, quelques barres énergétiques et 2 bouteilles d'eau chacun.
Aucun d'entre eux n'avait fixé d'heure de retour précise, une autre décision cruciale. Dans l'excitation d'atteindre le sommet, ils avaient perdu de vue la règle de base de la haute montagne, toujours savoir quand faire demi-tour, quelle que soit la proximité de l'objectif. Le 19 mai 1999, à 8 h du matin, 3 Britanniques entament leur ascension depuis une altitude de 4900 mètres. La journée est sans nuages, le soleil se reflétant avec éclat sur la surface enneigée. Avec un équipement minimal et des forces fraîches, après une nuit de repos, ils espèrent parcourir rapidement les 1300 mètres qui les séparent du sommet. Nigel, contrairement à l'avertissement de Steve de la veille, avait encore oublié d'appliquer de la crème solaire sur son visage, ce qui allait bientôt s'avérer un sérieux problème. Les premières heures de l'ascension se sont bien déroulées, mais la vitesse a été beaucoup plus lente que prévu. L'air raréfié et les pentes raides ont épuisé leurs forces, même sans sac à dos lourd. À 17h30, ils n'avaient atteint que 5730 mètres, où ils rencontrèrent Jack Tuckle, un alpiniste indépendant qui descendait après un voyage d'acclimatation. Tuckle constate avec consternation la lenteur de leur progression et le fait qu'ils ont dévié vers la droite de l'itinéraire optimal, choisissant une section plus raide et plus difficile. Malgré ses inquiétudes quant à l'heure tardive, Steve affirme avec confiance son intention d'atteindre le sommet et de revenir, en soulignant la légèreté de leur équipement. Tuckle passe environ une demi-heure avec eux à discuter de l'itinéraire et de la météo. Les conditions étaient relativement calmes à ce moment-là, mais des nuages lenticulaires se formaient déjà à l'horizon, à l'ouest, signe indubitable d'une tempête imminente. Malgré l'alerte météo, l'équipe décide de poursuivre son ascension. Prenant note de leur lenteur et de l'absence de matériel de bivouac, Tuckle a fait part de ses inquiétudes aux rangers du camp de base pendant la descente. À 20 h, lorsque l'équipe a atteint une altitude de 5970 mètres connue sous le nom de terrain de football, un plateau plat près du sommet, les conditions se sont considérablement détériorées. Les vents ont atteint 112 km à l'heure et les températures ont chuté à 45 degrés Celsius. Une brume blanche a enveloppé le sommet. Une brume blanche enveloppe le plateau, réduisant la visibilité à presque zéro. La situation se détériore rapidement. Le coup de soleil sur le visage de Nigel, maintenant exposé au froid brutal et au vent, commence à gonfler. Son œil gonfle peu à peu, limitant sa visibilité. Steve a montré les premiers signes d'hypothermie, des frissons incontrôlables et des difficultés à penser. Lorsqu'ils vérifient leur bouteille d'eau, ils constatent que l'eau est gelée. Sans brûleur pour faire fondre la neige, ils courent un risque sérieux de déshydratation, ce qui est extrêmement dangereux à cette altitude. Tenter de continuer vers le sommet devenait mortellement risqué. Conscient du danger, le trio a commencé à naviguer à la boussole, en essayant de trouver un abri contre le vent impitoyable. La visibilité dans la tempête était si faible qu'ils pouvaient à peine se voir à quelques mètres de distance. La chance leur a souri vers 23 h lorsqu'ils sont tombés sur une profonde crevasse de neige. À l'aide de piolets, ils ont élargi l'entrée, créant ainsi un petit abri contre le vent. L'abri n'apportait pas vraiment de chaleur, mais il les protégeait du vent violent, leur donnant un répit bien nécessaire. Dans l'espace restreint de la crevasse, Anthony remarqua que le visage de Nigel était très enflé. Son œil droit est presque complètement fermé et sa joue a pris une couleur livide peu naturelle, signe de graves engelures. Steve est lui aussi en mauvais état. Malgré sa force physique et son expérience, son corps ne pouvait pas faire face au froid extrême sans pouvoir se réchauffer. Les mots de Steve disant qu'il avait besoin de leur aide ont sonné comme un signal d'alarme pour Anthony et Nigel. Au cours de toutes leurs années d'escalade ensemble, ils n'avaient jamais demandé d'aide. Anthony, qui est le plus en forme des trois, prend le rôle de soigneur. Il partage sa chaleur corporelle, essayant de garder Steve au chaud, et vérifie régulièrement l'état de Nigel. La nuit semble interminable, personne n'arrivant à dormir à cause du froid et de l'anxiété. Conscients de la gravité de la situation, ils ont pris la décision difficile d'utiliser une radio CB pour signaler leur détresse. Pour les alpinistes expérimentés, habitués à ne compter que sur eux-mêmes, il s'agissait d'une reconnaissance de la gravité de leur situation. À 3 h le 20 mai, un faible signal est parvenu au camp de base. En raison de la faiblesse de la batterie, la communication se limite à une série de clics. C'était sans possibilité de communication vocale. Le camp de base a répondu que le sauvetage ne commencerait pas avant l'aube en raison des conditions météorologiques. Au matin du 20 mai, l'état de Steve s'est amélioré grâce aux soins d'Anthony. La tempête s'est légèrement affaiblie et la visibilité s'est améliorée.
Dans un moment de clarté, ils ont pu voir le sommet qui semblait si proche. Anthony propose d'aller un peu plus haut et d'évaluer la situation, notant qu'ils ont déjà lancé un appel de détresse mais qu'ils se sentent mieux maintenant. Ils ont marché un peu plus haut pour évaluer la situation. La proximité du sommet les attire, mais un coup d'œil au visage tuméfié de Nigel leur fait prendre conscience de la gravité de la situation. Anthony insiste sur la nécessité de descendre Nigel et Steve est d'accord. Leur rêve éphémère du sommet s'est évanoui face à la réalité. En se préparant à redescendre, Nigel se prend accidentellement le coude dans la radio qui glisse le long de la pente et tombe. Bien qu'ils parviennent à retrouver l'appareil, celui-ci est endommagé et leur seule communication avec le monde extérieur est coupée. La descente commence difficilement. Nigel, les yeux presque complètement fermés et le visage gravement gelé, a du mal à coordonner ses mouvements. Anthony l'aide et Steve marche en tête, choisissant l'itinéraire le plus sûr. Vers 4h30 du matin, Nigel glisse et entraîne ses compagnons dans sa chute. Ils ont glissé sur près de 90 mètres dans la pente avant de pouvoir s'arrêter à l'aide de piolets. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé, mais l'incident a mis en évidence le danger de leur position. Steve, après avoir évalué la situation, a pris la décision difficile de descendre seul le contrefort ouest pour trouver d'autres alpinistes et organiser l'aide. C'était leur seule chance d'être secourus. Anthony s'interroge sur la certitude de cette décision, se rendant compte de son altruisme. Steve leur a assuré que tout irait bien et a entamé la descente à 13h30. En choisissant la voie du contrefort ouest plus populaire, il espérait rencontrer d'autres alpinistes, mais le temps s'est à nouveau dégradé, réduisant la visibilité à presque zéro. Dans la précipitation et en désespoir de cause, Steve a décidé de descendre par la goulotte de glace sans assurance, pensant que c'était l'itinéraire le plus rapide. L'erreur fatale s'est produite lorsque la glace sous ses pieds s'est fissurée. Steve a perdu l'équilibre et a commencé à glisser de manière incontrôlée. La chute s'est poursuivie sur plus de 335 mètres jusqu'à ce qu'il s'arrête, souffrant d'une fracture ouverte de la jambe gauche et de multiples blessures. Allongé sur la neige, un os dépassant de ses vêtements déchirés, il est pris au piège, trop blessé pour bouger, trop loin de l'itinéraire pour être facilement détecté. La température continue de chuter et les chances de sauvetage s'amenuisent d'heure en heure. Le 20 mai à l'aube, le temps s'est légèrement amélioré, mais pour les 3 alpinistes britanniques, séparés à plus de 5200 mètres d'altitude, ce n'est qu'une maigre consolation. Au camp de base de Kahiltna, le commandant de l'opération, J.D. Swede, reçoit un appel d'alarme aux premières heures de la matinée. L'appel de détresse, relayé par l'équipe la veille, a déclenché l'une des opérations de sauvetage les plus complexes de l'histoire de Denali. À 8h30, un avion de transport militaire LC-130 a décollé d'Anchorage et a commencé à patrouiller dans la zone sinistrée pour tenter d'obtenir des informations plus précises sur la localisation des alpinistes. Dans le même temps, le service des parcs nationaux a mobilisé des équipes de secours et a prévenu le centre de coordination des secours. À 11h22, un petit avion Cessna avec un Ranger à bord, piloté par Jay Hudson, tourne autour de la zone à une altitude de 5800 mètres et repère 3 personnes, 2 debout et une allongée. En raison de fortes turbulences, le pilote a été contraint de descendre et d'atterrir au camp de base. Mais une information précieuse a été obtenue. Au moins, les alpinistes étaient en vie. Pendant ce temps, Anthony et Nigel sont restés seuls à 5800 mètres d'altitude, sans communication et avec des réserves de nourriture et d'eau limitées. L'état de Nigel se détériore d'heure en heure. Son visage était tellement enflé qu'il avait presque perdu la vue et les engelures sur ses mains et ses pieds devenaient de plus en plus graves. Anthony, malgré ses propres mains gelées et son épaule meurtrie, a continué à soutenir son compagnon, l'aidant à se déplacer et à garder le moral. Ils ignoraient qu'un hélicoptère Lama à haute altitude basé au camp de Kahiltna avait déjà tenté de les rejoindre. Tout au long de la journée, l'hélicoptère, piloté par l'expérimenté Jim Hood, est monté à plusieurs reprises jusqu'à leur position, mais a dû à chaque fois rebrousser chemin en raison de turbulences extrêmes et d'une visibilité limitée. Une équipe de secours au sol, composée de 5 alpinistes, a également commencé à monter depuis le camp situé à 4300 mètres d'altitude pour venir en aide aux personnes en détresse. Ils ont emporté du matériel médical, de la nourriture, de l'eau et des vêtements chauds. La situation de Steve devenait critique. Il se trouvait à environ 5200 mètres d'altitude, gravement blessé, loin de tout itinéraire et pratiquement invisible pour les avions de recherche. En essayant de se déplacer avec une fracture ouverte du tibia, il ne faisait qu'aggraver son état.
Surmontant la douleur, il tente de remonter la pente glacée où il vient de tomber, en s'aidant de sa jambe droite à laquelle est attaché un chat. Mais chaque mouvement lui procure une douleur insupportable et l'os de sa jambe gauche grince à chaque pas. À un moment donné, le chat attaché à sa jambe droite a glissé, ce qui l'a renvoyé en bas de la pente et a aggravé la blessure de sa jambe gauche. Steve s'est alors rendu compte qu'il était inutile d'essayer de se déplacer par ses propres moyens. Sa seule option était de rester sur place et d'espérer être retrouvé. Pour augmenter ses chances d'être retrouvé, il commença à donner des coups de sifflet de temps en temps, mais le son de ces coups de sifflet était presque entièrement absorbé par la vaste étendue de la montagne. Dans la soirée du 20 mai, l'opération de sauvetage a fait d'importants progrès. Après la 5e tentative, l'hélicoptère de la Lama a pu livrer un paquet de matériel de survie à une altitude de 5940 mètres à 22h19. Le colis contenait de nouvelles radios, de la nourriture, un sac de couchage et des médicaments. À 22h50, une communication radio-vocale a été établie permettant aux sauveteurs d'évaluer l'état de Nigel et d'Anthony. Il est apparu que Nigel était dans un état critique, souffrant de graves gelures au visage et aux mains, ainsi que d'une grave perte de coordination. Anthony souffrait également de gelures aux mains et d'une contusion à l'épaule droite, mais son état était plus stable. Ils ont également signalé que Steve s'était séparé du groupe à 13h30 avec l'intention de descendre par la voie du contrefort ouest. Après évaluation de la situation, il a été décidé de procéder à une évacuation en utilisant la technique du court-courrier qui consiste à suspendre les victimes à un câble sous l'hélicoptère. Cette technique est extrêmement dangereuse à cette altitude en raison de l'air raréfié et des vents imprévisibles, mais il n'y avait pas d'autres options pour une évacuation rapide. À 23h23, Nigel a été attaché à un harnais spécial appelé God Ring et transporté avec succès jusqu'au glacier du camp de base. Un voyage vertigineux de 5 minutes par câble sous un hélicoptère dans le ciel nocturne de l'Alaska. Peu après minuit, Anthony a également été évacué de la même manière. Au sol, ils ont immédiatement fourni aux sauveteurs des informations sur Steve, son itinéraire et son état de santé, avant d'être envoyés à l'hôpital Providence Medical Center d'Anchorage. Tous les efforts des sauveteurs se concentrent désormais sur la recherche du 3e membre de l'expédition. Le lendemain matin, 21 mai, plusieurs équipes de secours quittent le camp situé à 4300 mètres d'altitude à la recherche de Steve. À 11h, un avion décolle de Talkeetna pour effectuer une recherche aérienne de tous les itinéraires possibles pour sa descente. Malgré plus de 20 survols de la zone, les pilotes ne parviennent pas à localiser Steve. Parallèlement aux recherches aériennes, l'équipe au sol passe méthodiquement au peigne fin l'itinéraire du West Buttress. Après des heures de recherche dans des conditions extrêmes, ils parviennent enfin à localiser Steve en dessous du col de Denali. À la surprise des sauveteurs, après avoir passé 15 heures dans le froid avec une fracture ouverte, il était toujours conscient, bien que souffrant d'hypothermie sévère. L'équipe a immédiatement prévenu le camp de base et l'hélicoptère de la Lama a commencé à se préparer à une nouvelle évacuation difficile. Le pilote a estimé que l'endroit où se trouvait Steve ne se prêtait pas à un atterrissage et a d'abord largué des vivres avant de retourner au camp de base pour élaborer un nouveau plan. La décision a été prise d'effectuer une autre opération sur une courte distance. À 17h17, Steve a été ramené au camp de base en toute sécurité dans un système de transport spécial appelé Bowman Bag. De là, il a été immédiatement envoyé au centre médical d'Anchorage où ses camarades avaient été emmenés plus tôt. L'opération de sauvetage à 5940 mètres d'altitude est un record nord-américain et une démonstration de la compétence exceptionnelle des pilotes et des sauveteurs du National Park Service qui ont travaillé dans les conditions les plus défavorables aux limites des capacités humaines et matérielles. Pour les 3 alpinistes britanniques, l'épreuve ne faisait que commencer. Après 2 semaines de soins intensifs en Alaska, Steve a été envoyé au Royaume-Uni où il devait passer 6 mois à l'hôpital suivi de 2 ans de rééducation. En raison de graves gelures, il a dû être amputé de tous les doigts de la main gauche et du pouce de la main droite, du milieu de la paume de la main gauche, de la jambe gauche au-dessous du genou et du pied droit jusqu'au milieu. Il a également été légèrement blessé au nez. Anthony et Nigel ont également subi de graves gelures. Anthony a perdu 2 doigts et Nigel tous ses doigts et orteils. Nigel a également dû subir des greffes de peau pour réparer sa joue et son nez. Des années de rééducation physique et psychologique ont changé les 3 alpinistes, mais n'ont pas brisé leur esprit. Nigel Vardy, après avoir perdu tous ses doigts et ses orteils, a fait de sa blessure une source de force, devenant un conférencier motivant et l'auteur de Hans Bitten.
Son histoire est une source d'inspiration pour les gens du monde entier, car elle montre que même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés. J'ai pu me rendre dans de nombreux endroits du monde après tout ce qui s'est passé, y compris dans l'Arctique et dans l'Himalaya. Je grimpe simplement un peu plus lentement, explique Nigel, dont la force d'âme lui a permis non seulement de reprendre une vie active, mais aussi de continuer à faire ce qu'il aime, l'alpinisme. Steve Ball, malgré ses multiples amputations, a lui aussi repris une vie active. Il n'a pas cessé de faire du sport, continuant à courir, à faire de la randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme, du snowboard et du ski. Pour lui, la montagne reste une source de joie et de défis qu'il n'a pas l'intention d'arrêter, malgré ses limitations physiques. Anthony Hollingshead, qui a perdu 2 doigts, reste en contact avec ses compagnons d'expédition. Steve m'a demandé si nous voulions y retourner et réessayer. Et j'aime à penser qu'un jour, nous organiserons une nouvelle expédition. Peut-être tous les 3, dit-il, faisant preuve d'un esprit d'aventure inextinguible que même la tragédie du Denali n'a pas réussi à briser. L'incident de 1999 a eu un impact non seulement sur la vie des personnes directement concernées, mais aussi sur la communauté des alpinistes dans son ensemble. Il a mis en lumière les dangers d'une approche facile de l'escalade sur des itinéraires techniquement difficiles et au climat rigoureux comme la côte ouest. Après cet incident, les gardes du National Park Service ont commencé à mettre l'accent sur la formation des alpinistes, en insistant sur la nécessité de disposer d'un équipement d'urgence complet, y compris des réchauds à neige et du matériel de bivouac, même pour les ascensions d'une journée. L'altitude record de l'opération de sauvetage a également influencé le développement des techniques de sauvetage en haute altitude, confirmant l'efficacité des hélicoptères Lama et des techniques de courte distance dans des conditions extrêmes. En 2024, 25 ans après la tragique ascension, Nigel Vardy est retourné au Denali avec une équipe de tournage de documentaire. Ce voyage marque symboliquement la fin de la boucle. Un homme qui a failli perdre la vie sur les pentes de cette montagne est revenu pour faire face à ses souvenirs et à ses peurs. « J'ai perdu mes doigts, mais pas ma passion pour la montagne », déclare Nigel, dont l'histoire témoigne de l'incroyable force d'âme qui permet aux gens non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir après avoir relevé les défis les plus difficiles. Pour Steve, Anthony et Nigel, les événements de mai 1999 n'ont pas marqué la fin, mais un nouveau départ, l'histoire non pas d'une défaite, mais du triomphe de la volonté humaine sur des obstacles apparemment insurmontables. Leur expérience rappelle à tous les alpinistes qu'à des altitudes où les avions volent en dessous de vous, les décisions ont des conséquences irréversibles et que la préparation et la prudence sont plus importantes que les ambitions les plus audacieuses. L'histoire de Steve, Anthony et Nigel nous fait réfléchir à la frontière ténue entre le courage et l'imprudence, entre la passion de la montagne et le prix qu'il faut parfois payer pour cette passion. Qu'est-ce qui pousse les gens à revenir encore et encore sur les sommets les plus dangereux du monde, même après avoir regardé la mort en face ? Le moment de triomphe au sommet vaut-il les risques encourus par les alpinistes ? Et si Nigel et Steve, après avoir perdu des doigts et des membres, sont toujours retournés en montagne ? Cela signifie-t-il que la véritable passion ne connaît pas de barrières, ou s'agit-il d'une forme d'obsession que nous romançons trop souvent ? Ou peut-être pouvons-nous tous trouver dans cette histoire quelque chose d'important pour nous, un rappel que la véritable force d'âme ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à s'en relever. Si vous avez apprécié cette histoire de survie dans les conditions les plus extrêmes, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires passionnantes de personnes qui ont défié les éléments et se sont défiées elles-mêmes vous attendent. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes. Imaginez, vous êtes au sommet de votre orgueil, confiant dans votre invulnérabilité. Et quelques heures plus tard, une nature apparemment inoffensive réduit votre confiance en cendres, vous laissant seul face au choix le plus terrifiant de votre vie. Au cœur de l'Oregon se dresse le majestueux mont Hood, un ancien stratovolcan dont le sommet culmine à 3429 mètres. Ce géant endormi, dont la dernière éruption remonte à 1865, est le point culminant de l'État et le 4e plus haut sommet de la chaîne des Cascades, qui s'étend du mont Garibaldi, en Colombie-Britannique, au mont Lassen, en Californie du Nord. Chaque année, environ 10 000 alpinistes tentent de le gravir. À première vue, sa proximité avec Portland et son accès relativement aisé donnent l'impression trompeuse d'une randonnée facile. Mais le mont Hood a ses propres secrets.
Des bouffées de vapeur provenant de fumerolles s'échappent constamment de ses entrailles, rappelant la nature volcanique de la montagne. Ses pentes recèlent de nombreux dangers, crevasses glaciaires traîtresses, chutes de pierres et avalanches soudaines et champs de glace dangereux. Le mois de mars est particulièrement imprévisible dans cette région. Le printemps lutte contre l'hiver qui passe, créant des conditions qui peuvent surprendre même un alpiniste expérimenté. Le temps peut changer en quelques minutes, un ciel dégagé se couvre soudain de nuages, la visibilité tombe à zéro et un vent glacial transforme toute ascension en véritable défi. C'est au cours de ce mois crucial, où la nature semble mettre à l'épreuve la détermination de quiconque ose la défier, que se déroule cette histoire, une histoire de survie qui a changé la vie d'un homme à jamais. Mary Grimm, 23 ans, a toujours été une personne d'action. Elle était connue dans la communauté des randonneurs comme une voyageuse chevronnée capable de relever tous les défis sur le sentier. Son chemin vers l'escalade sérieuse a commencé en 2010 lorsqu'elle a décidé de se lancer dans l'ambitieuse aventure de parcourir l'intégralité du Pacific Crest Trail, l'un des sentiers de randonnée les plus célèbres d'Amérique. À l'époque, elle était une randonneuse débutante verte, mais cela ne l'a pas empêchée de tenter de parcourir les 2653 miles qui séparent la frontière mexicaine du Canada. Les 5 mois passés sur le Pacific Crest Trail ont été pour elle une véritable école de survie. Elle a appris à lire la météo, à naviguer dans des conditions difficiles et à répartir ses forces sur de longues randonnées. L'itinéraire l'a menée à travers la Sierra Nevada, où Mary a grimpé jusqu'à 13 900 pieds d'altitude. Plus d'une fois, elle s'est écartée du sentier principal pour escalader les sommets voisins, affinant ainsi ses compétences en montagne. Ce sentier lui a appris la chose la plus importante, compter sur elle-même et ne jamais abandonner. Mais même cette expérience impressionnante ne l'a pas préparée à l'alpinisme technique. Bien que Mary puisse parler pendant des heures de la préparation d'un sac à dos ou du choix d'un site de campement, elle n'avait jamais travaillé avec un piolet dans des conditions hivernales sérieuses. Sa confiance en elle, renforcée par son succès sur le Pacific Crest Trail, a créé une dangereuse illusion de préparation à n'importe quel défi en montagne. Le mont Hood est devenu son obsession. 3 années de suite, Mary a essayé d'organiser une ascension, mais à chaque fois, quelque chose a mal tourné. Des amis n'ont pas pu se libérer à cause de leur travail, le temps s'est gâté à la dernière minute, et un guide expérimenté a même refusé de conduire le groupe après avoir vu des signes d'une tempête imminente. Chaque tentative ratée n'a fait que renforcer sa détermination. Mary se rend souvent au pied de la montagne, étudie les itinéraires, s'imagine au sommet. Le Hood semblait la taquiner, apparaissant dans toute sa splendeur les jours de beau temps et se cachant dans les nuages lorsqu'elle était prête à grimper. En mars 2013, la coupe de sa patience était à sec. Après un nouvel échec dans ses projets d'escalade avec son groupe, Mary a pris une décision que les alpinistes expérimentés qualifieraient de téméraire. Elle a décidé de se lancer seule à l'assaut du sommet. Après tout, n'est-ce pas ce que le Pacific Crest Trail lui avait appris, la capacité de faire face à l'adversité par ses propres moyens? Sa confiance en elle, à la limite de l'arrogance, a étouffé la voix de la raison. Mary était convaincue qu'elle pouvait passer à travers n'importe quel obstacle grâce à sa persévérance, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Le soir du 23 mars, elle prépare méthodiquement son sac à dos en vue de ce qui sera la réalisation d'un rêve de longue date. Elle ne pouvait pas savoir que ce camp d'entraînement serait le début d'une lutte de 6 jours pour la survie dans certaines des conditions les plus difficiles auxquelles une personne puisse être confrontée dans les montagnes. Mary n'avait pas encore appris que la frontière entre un rêve et un cauchemar peut parfois être plus mince que la lame d'un piolet. La matinée du 24 mars 2013 est étonnamment calme. Mary est arrivée à Timberline Lodge, un hôtel historique situé à 6000 pieds d'altitude qui sert de point de départ à la plupart des ascensions sur Hood. Le parking était presque vide. Les alpinistes expérimentés commencent généralement leurs ascensions aux petites heures du matin afin de pouvoir redescendre avant que le temps ne se détériore. Mais Mary ne s'est pas inquiétée. Son équipement aurait alarmé n'importe quel moniteur d'escalade. Au lieu de vêtements chauds et spécialisés pour l'escalade hivernale, elle portait des jambières de course ordinaires avec un short par-dessus, une veste légère et de simples chaussures de course sur sentier, un équipement plus adapté à un jogging de printemps qu'à une escalade hivernale sérieuse. Le sac à dos miteux de mes parents contenait le kit de survie minimum, un simple piolet, un poncho en plastique fin, quelques barres Nutri-Grain, un paquet de crackers Kibler et quelques graines de chia. Il n'y avait pas de sac de couchage chaud, pas de tente, pas de couche de vêtements supplémentaires.
Elle n'avait pas emporté de balises de détresse ni de GPS, et dans sa suffisance, elle n'avait même pas laissé d'informations sur l'itinéraire prévu à qui que ce soit, une erreur fatale qui lui portera préjudice par la suite. Les premières heures de l'ascension se déroulent relativement bien. Mary progresse régulièrement sur la voie sud en admirant la vue. Le temps, d'abord favorable, commence progressivement à changer. Quelque part au-dessus de 7000 pieds, elle perçoit les premiers signes d'un problème imminent. De gros nuages couvrent le ciel et le vent devient de plus en plus perçant. Mais Mary a continué à grimper. Elle avait attendu ce moment trop longtemps pour faire demi-tour à cause de quelques nuages. Elle était persuadée qu'elle pourrait atteindre le sommet avant que le temps ne se gâte. Cette décision a été le début d'une série d'événements qui ont transformé l'ascension qu'elle souhaitait en un véritable cauchemar. C'est à ce moment-là que le mont Hood lui prépare une cruelle leçon. Alors qu'elle s'élevait à plus de 9000 pieds, Mary a remarqué que le temps changeait rapidement. Le ciel clair est recouvert de lourds nuages qui descendent de plus en plus bas, comme s'ils recouvraient la montagne d'une épaisse couverture. Le vent, à peine perceptible il y a une heure, Tamina a maintenant atteint la force d'un coup de vent. La visibilité se détériore de minute en minute, jusqu'à ce que Mary se retrouve dans ce que les alpinistes expérimentés appellent le bruit blanc. Lorsque le ciel et la neige se fondent en un seul voile blanc, effaçant tous les points de référence. En quelques minutes, le monde autour d'elle a changé au point d'être méconnaissable. La visibilité est tombée à presque zéro. Le vent pénétrant s'intensifie à tel point que chaque pas devient difficile. La neige, poussée par les violentes rafales, fouettait douloureusement son visage, et le froid pénétrait même à travers les couches de ses vêtements. Mary était prise au piège dans une tempête de montagne classique, considérée par les alpinistes expérimentés comme l'un des phénomènes les plus dangereux en montagne. Quelque part ici, sur une pente raide couverte de glace et de neige, elle a finalement réalisé la gravité de sa situation. Ses gants trempés n'aidant pas à lutter contre le froid, elle doit alternativement cacher ses mains dans les poches de sa veste pour tenter de se réchauffer. Son piolet, son seul filet de sécurité sur la pente raide, glissait sur la glace dure. À un moment donné, à travers la brume blanche, elle a vu quelque chose qui lui a serré le cœur. La silhouette sombre d'une falaise à pic, recouverte d'une croûte de glace, est apparue devant elle comme un mur imprenable. Même avec le bon équipement et par beau temps, cette section représentait un sérieux défi technique. Dans les conditions actuelles, poursuivre l'ascension serait un véritable suicide. Pour la première fois de la journée, Mary a vraiment peur. Faisant demi-tour, elle a essayé de trouver le chemin de la descente, mais dans les conditions de bruit blanc, c'était presque impossible. La boussole ne sert à rien, elle ne sait pas où se trouve le versant sud avec le sentier battu. La neige et le vent transformaient le monde familier en un espace blanc sans fin, où le haut et le bas semblaient avoir échangé leur place. Chaque pas pouvait mener soit à un sauvetage, soit à une autre section dangereuse. La fatigue et le froid commençaient à se faire sentir. Mes doigts avaient déjà du mal à tenir le piolet et mes vêtements trempés semblaient aspirer les dernières parcelles de chaleur. Réalisant qu'elle devait redescendre à une altitude plus basse le plus rapidement possible, Mary a pris la décision désespérée d'utiliser une technique de glissement contrôlé. Dans des conditions normales, il s'agit d'une technique standard. Un alpiniste glisse assis sur une pente en contrôlant sa vitesse à l'aide d'un piolet. Mais dans des conditions de visibilité quasi nulles, cette manœuvre s'apparente à la roulette russe. Alors qu'elle commence à glisser, elle réalise presque immédiatement qu'elle a commis une erreur fatale. Dans l'obscurité et le tourbillon de neige, elle n'a pas remarqué la pente douce qui plongeait vers le bas. Le piolet, son seul moyen de freinage, glissait sur la glace, incapable de trouver un point d'appui. Un coup de vent soudain la déséquilibre complètement. Son corps se mit à dévaler la pente de façon désordonnée, à une vitesse mortelle. Pendant ces interminables secondes, tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer ses mains contre sa poitrine et d'essayer de s'arc-bouter en espérant que le prochain coup ne serait pas le dernier. La chute libre de 40 pieds se termina par une série de chocs violents contre la glace et les arbres. Lorsqu'elle s'est finalement arrêtée, sa première pensée a été « Je suis en vie ». Mais la joie de cette réalisation a été rapidement remplacée par une douleur aiguë dans sa jambe. Dans l'obscurité totale, quelque part sur le versant ouest de la montagne, loin de l'itinéraire prévu, blessée et gelée, Mary s'est retrouvée dans ce que les alpinistes appellent leur pire cauchemar. Et la nuit ne faisait que commencer. La première chose dont Mary s'est rendue compte après sa chute, c'est qu'elle était encore en vie. Allongée dans la neige, elle vérifie méthodiquement que son corps n'est pas blessé. Ses bras bougent, mais sa jambe gauche lui fait très mal.
À la lumière de sa lampe frontale, elle aperçoit une large entaille sur sa cuisse. Le froid atténue partiellement la douleur, mais Mary sait que ce soulagement temporaire peut se transformer en nouveau danger. La nuit avance inexorablement. Ses vêtements trempés se couvrent rapidement de glace et la température continue de baisser. La première chose qu'elle fit fut de sortir son téléphone, mais il n'y avait pas de connexion, comme elle s'y attendait. Mais cela n'avait plus d'importance. Personne ne savait qu'elle se trouvait sur la montagne. Rester sur place signifiait une mort certaine par hypothermie. Nous devions bouger. Chaque tentative de se relever se solde par une chute. Sa jambe droite est tordue, incapable de supporter le poids. Après plusieurs tentatives douloureuses, Mary se rend compte qu'elle ne peut pas marcher. La seule solution est de ramper. S'appuyant sur son piolet et s'accrochant à tout ce qui lui tombe sous la main, elle entame une lente et douloureuse progression sur la pente. Dans l'obscurité, sa torche révèle des images inquiétantes, des falaises abruptes, des crevasses profondes, des champs de glace traîtres. Elle se rend compte qu'elle se trouve sur le versant ouest de la montagne, loin du point de départ de son itinéraire. Au lieu du versant sud, relativement doux, elle est entourée d'un labyrinthe de glace et de rochers. Chaque mouvement pouvait entraîner une nouvelle chute. Chaque pause augmentait le risque de mourir de froid. Vers minuit, Mary a compris qu'elle devait trouver un abri. Ses vêtements, détrempés par la neige, commencent à se transformer en une carapace glacée. Les frissons deviennent si intenses qu'elle a du mal à tenir son piolet. Après de longues recherches, elle trouve une petite alcôve sous une corniche rocheuse où le vent est un peu moins fort. Sortant un poncho en plastique de son sac à dos, elle tente de créer une sorte d'abri. Cette première nuit a été une véritable épreuve de force. La température était tombée bien en dessous de zéro et ses vêtements de sport, conçus pour la course à pied par temps chaud, n'offraient qu'une faible protection contre le froid. Mary ne pouvait pas se permettre de dormir. Elle savait que dans son état, le sommeil pouvait être fatal. Pour rester au chaud, elle bougeait constamment ses bras et ses jambes, se massait les membres et essayait de faire des exercices simples. Les premières lueurs de l'aube lui ont fait prendre conscience de la gravité de la situation. Dans la lumière du matin, elle a enfin pu évaluer sa situation. Un labyrinthe sans fin de glaciers, de falaises et de pentes abruptes s'étendait autour d'elle. Timberline Lodge et la route du sud se trouvaient encore quelque part sur l'autre versant de la montagne. Un nouveau jour s'annonçait, avec de nouveaux défis à relever, et elle avait de moins en moins de force pour les affronter. Les jours suivants sont devenus une lutte sans fin pour la survie. Chaque matin, elle se réveille avec une seule idée en tête. Elle doit partir. Mais où ? Dans le brouillard qui enveloppe périodiquement les pentes, elle ne parvient pas à déterminer la bonne direction. Mary se rendit compte qu'elle se trouvait sur le versant ouest de la montagne, mais les pentes abruptes et l'épaisseur de la neige rendaient tout déplacement presque impossible. Le troisième jour, les réserves de nourriture s'épuisent. Il ne restait plus que les emballages de quelques barres de céréales et d'un paquet de biscuits. Son dernier espoir était une poignée de graines de chia, qu'elle a décidé de garder jusqu'au moment critique. La faim était encore gérable, mais la soif était l'un de ses plus grands défis. Mary s'est rapidement rendu compte que manger de la neige directement n'était pas une option. Cela ne ferait qu'aggraver l'hypothermie. La seule solution était une bouteille d'eau en plastique qu'elle avait dans son sac à dos. Elle l'a remplie de neige, l'a pressée contre sa poitrine et a respiré lentement en dirigeant l'air chaud sur le plastique. Le processus était atrocement long. Il a fallu environ 1 heure de respiration continue pour faire fondre suffisamment de neige pour quelques gorgées d'eau. Dans les rares moments ensoleillés, elle plaçait la bouteille sur des zones sombres de la roche, espérant que la chaleur du soleil accélérerait le processus de fonte. Mais le plus souvent, elle ne peut compter que sur la chaleur de son propre souffle. Le soir, à bout de force, ce simple geste devient une épreuve. Chaque expiration est difficile, et ses lèvres sont engourdies par le contact permanent avec la bouteille froide. Sur le flanc de la montagne, Mary a trouvé un endroit relativement abrité sous une corniche rocheuse. Utilisant son piolet comme pelle improvisée, elle commence à creuser méthodiquement une dépression dans la neige dense. Le travail est éreintant, mais elle se rend compte que cet abri est sa seule chance de survivre aux nuits de la montagne. La grotte de neige était petite et lui permettait à peine de s'y blottir. Un fin poncho en plastique lui sert à la fois de couverture et de toit improvisé pour la protéger de la neige qui tombe. Mary utilise le sac à dos comme protection partielle contre le vent, en l'installant à l'entrée de l'abri. La température à l'intérieur de la grotte était légèrement plus élevée qu'à l'extérieur, mais ce n'était pas suffisant. Le froid trouvait toujours le moyen d'entrer par les moindres interstices.
La nuit, elle reste allongée, les genoux serrés contre sa poitrine, essayant de garder la précieuse chaleur à l'intérieur. Toutes les quelques heures, elle doit sortir pour dégager la neige de l'entrée. Elle craint de s'endormir pendant son sommeil. Ses vêtements trempés gelèrent sur son corps, se transformant en une carapace glacée, et ses orteils dans ses baskets trempées perdaient peu à peu leur sensibilité, premier signe d'engelure imminente. Le 4e jour, Mary a senti ses forces s'épuiser. Essayer de ramper dans la neige épaisse l'épuise. Dans ces moments de lucidité dans le brouillard, elle pouvait voir les pentes boisées en contrebas, si proches et pourtant si hors de portée. Mais descendre, c'était perdre toute chance d'être vue par les sauveteurs, si tant est qu'ils la cherchent. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, Mary sentit qu'elle ne pouvait plus nier l'évidence. En sortant son téléphone de la poche intérieure de sa veste où elle l'avait mis à l'abri du froid, elle a vu que la batterie tenait jusqu'au dernier % de sa charge. Il n'y a toujours pas de connexion, mais l'appareil photo fonctionne toujours. Avec des mains tremblantes qui obéissaient à peine au froid, elle a appuyé sur le bouton d'enregistrement. La lumière du soleil couchant tombait sur son visage, accentuant les marques d'épuisement et de désespoir des derniers jours. Maman, papa... Sa voix se perd. Elle s'arrête plusieurs fois, essayant de rassembler ses idées. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi. Je suis désolé pour mon arrogance. De ne pas t'avoir écouté, d'être parti seul. Chaque mot était difficile à prononcer, en partie à cause de l'épuisement, en partie à cause des émotions qui l'accompagnaient. Elle leur dit son amour, combien elle apprécie tout ce qu'ils ont fait pour elle, leur demandant de ne pas s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Des larmes roulèrent sur ses joues, gelant instantanément dans l'air glacial. Lorsqu'elle eut terminé, elle resta assise un long moment, fixant la lumière déclinante. À ce moment-là, pour la première fois, Mary s'est vraiment laissée aller à la pensée qu'elle avait si assidûment chassée d'elle tous ces jours, la pensée qu'elle pourrait ne pas survivre. Paradoxalement, cette prise de conscience lui apporte un calme étrange. Comme si elle acceptait la possibilité de la pire issue, elle était enfin capable de réaliser pleinement la valeur de chaque minute de vie qu'il lui restait. La nuit qui a suivi l'enregistrement de la vidéo a été la plus difficile. L'épuisement a atteint un point critique et le froid semble pénétrer son âme. Mary a commencé à sombrer dans un état de demi-éveil où la réalité se mêlait aux hallucinations. Elle voyait les lumières des hélicoptères de sauvetage, entendait les voix des gens, mais chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle ne trouvait que l'obscurité et la neige sans fin. À l'aube du 5e jour, son corps est à bout. Les dernières miettes de nourriture avaient disparu depuis longtemps et ses tentatives pour faire fondre la neige avec son souffle ne fonctionnaient plus. Elle était trop faible. Les crampes dues au froid sont devenues si fortes qu'elle ne peut plus les contrôler. Dans de rares moments de lucidité, Mary a compris que si les secours n'arrivaient pas dans les 24 heures, elle n'avait aucune chance. Au 6e jour sur la montagne, la réalité commence à s'estomper pour Mary. L'épuisement et le froid ont fait des ravages. Les périodes de lucidité sont de plus en plus courtes, remplacées par d'étranges visions. Parfois, elle pensait qu'elle était chez elle, dans un lit chaud, et qu'elle avait rêvé tout le cauchemar. Mais le vent violent de la montagne la ramenait à chaque fois à la dure réalité. Ces jours-ci, c'est comme si la nature mettait sa force à l'épreuve. Le matin, de petites avalanches ont commencé à dévaler les pentes, certaines passant tout près de son abri. La neige de ces avalanches recouvre périodiquement l'entrée de la grotte, et Mary doit creuser à chaque fois, perdant de précieuses forces. Chaque fois qu'elle sortait, elle risquait d'être emportée par une nouvelle avalanche. La dernière poignée de graines de chia qu'elle avait si soigneusement conservées s'était épuisée la veille. Elle ne se nourrit plus que de neige, qu'elle fait fondre dans sa bouche par petites portions. Son estomac n'est plus parcouru de spasmes de faim depuis longtemps, il n'y a plus que le vide et une étrange légèreté dans tout son corps. Sa grotte enneigée, qui lui avait semblé être un havre de paix, ressemblait désormais à un tombeau. Les murs s'effritent sans cesse et il faut sans cesse les renforcer. Et le poncho croûté de glace était devenu une véritable carapace. Elle dort à peine la nuit, luttant contre l'envie irrésistible de fermer les yeux et de laisser le froid l'envahir. Dans un moment de lucidité, Mary a compris qu'elle devait changer de position. Elle voit les avalanches se multiplier et son abri actuel devient de plus en plus dangereux. Rassemblant ses dernières forces, elle commence à avancer lentement le long de la pente, à la recherche d'un endroit plus sûr. Chaque mouvement est incroyablement difficile. Sa jambe droite était presque insensible au froid, tandis que sa jambe gauche lui rappelait constamment la douleur aiguë à l'endroit où elle s'était blessée. Alors qu'elle avançait péniblement dans la neige épaisse, elle est soudain tombée jusqu'à la poitrine dans une fosse de neige. En essayant de s'en sortir, elle n'a fait qu'aggraver la situation.
La neige s'effritait et ses forces diminuaient. À un moment donné, la panique s'empara d'elle. L'idée qu'elle puisse geler ici, piégée dans la neige, était insupportable. Mais c'est à ce moment de désespoir total que quelque chose a changé dans son esprit. À travers le brouillard de l'épuisement et de la peur, une voix intérieure rappelant celle de son père s'est fait entendre. « Respire, respire ». Elle s'est forcée à s'arrêter, à calmer sa respiration, à évaluer la situation. Lentement, méthodiquement, elle a commencé à tasser la neige autour d'elle, créant une sorte de marche. Il lui fallut près d'1 heure, mais elle parvint finalement à sortir. À la nuit tombée, Marie trouva enfin une petite corniche rocheuse qui constituait un abri naturel contre le vent. C'est là qu'elle décida de rester. Non pas parce que c'était l'endroit idéal, mais parce qu'elle n'avait plus l'énergie nécessaire pour en chercher un autre. Après avoir lutté pour construire un nouvel abri, elle se mit à prier pour la première fois depuis des jours. Non pas pour le salut, elle n'y croyait plus guère, mais pour que sa famille survive à ce qui était en train de se produire. Mais pour que sa famille survive à ce qui était sur le point d'arriver. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé dans son âme, mais le désespoir s'est accompagné d'un calme étrange, celui qui vient quand on accepte son destin, quel qu'il soit. Pendant les 6 jours d'absence de Mary, la vie ne s'est pas arrêtée. Son silence inhabituellement long pendant les vacances de printemps a fini par alarmer ses amis. Le jeudi 28 mars, son amie Izzy, incapable de supporter l'anxiété, a appelé la mère de Mary, Shelley. Cet appel inquiétant a déclenché une série d'événements qui ont changé à jamais le cours de cette histoire. Lorsqu'on a découvert que Mary n'avait pas donné de nouvelles depuis lundi et qu'elle avait manqué plusieurs réunions avec des amis, son père Bruce s'est souvenu d'une phrase que sa fille avait lâchée avec désinvolture à propos du mont Hood. Bien qu'elle ait promis de ne jamais escalader la montagne seule, son intuition lui a dit que c'était là qu'il fallait chercher. La famille a immédiatement contacté les autorités. Le samedi 30 mars au matin, une vaste opération de sauvetage s'est déroulée au pied du mont Hood. Le bureau du shérif du comté de Clackamas a mobilisé toutes les ressources disponibles. Portland Mountain Rescue, une équipe de sauvetage d'élite spécialisée dans les opérations en haute altitude, a immédiatement envoyé ses alpinistes les plus expérimentés. Les Hood River Crag Rats, la plus ancienne organisation de sauvetage en montagne du pays, ont rejoint leurs équipes de recherche. Mountain Wave Emergency a déployé un centre de commandement mobile pour coordonner toutes les personnes impliquées dans l'opération. La première chose que les sauveteurs ont trouvée, c'est la voiture de Mary isolée sur le parking du Timberline Lodge. À l'intérieur de la voiture, ils ont trouvé des reçus du magasin et d'autres petits détails confirmant qu'elle avait bel et bien planifié l'ascension. Cette découverte a serré le cœur des parents de Mary. Leur pire crainte était confirmée. Leur fille avait bel et bien escaladé la montagne, seule. Il y a 6 jours. Les sauveteurs sont confrontés à une tâche redoutable. Ils savaient que Mary avait commencé son ascension par la voie sud, mais en 6 jours, elle aurait pu se retrouver n'importe où dans la vaste zone de la montagne. Chaque minute comptait, les alpinistes expérimentés se rendaient compte que les chances de trouver quelqu'un de vivant après avoir passé autant de temps sur la montagne diminuaient rapidement. Ce matin-là, les conditions étaient presque parfaites pour les recherches. Un ciel dégagé et une bonne visibilité pour la première fois depuis de nombreux jours. L'hélicoptère Black Hawk de la Garde nationale aérienne de l'Oregon a décollé vers 10 heures. L'équipage, qui effectuait un vol d'essai avant les recherches à grande échelle, a commencé à inspecter méthodiquement le flanc de la montagne. Mary s'est réveillée dans son abri avec un sentiment de paix inattendu. Quelque chose a changé dans l'atmosphère. Pour la première fois depuis des jours, le soleil apparaît, réchauffant le sol gelé de ses rayons. Elle sortit de sa cachette, essayant de faire fondre un peu de neige à l'aide d'une bouteille. C'est alors qu'elle entendit le bruit lointain des pales d'un hélicoptère. Au début, Mary a cru qu'il s'agissait d'une autre hallucination, mais le son devient de plus en plus distinct. Rassemblant ses dernières forces, elle a commencé à agiter les bras, à crier, à faire tout ce qu'elle pouvait pour attirer l'attention. L'hélicoptère surgit de derrière la pente, sa silhouette se détachant nettement sur le ciel bleu. L'équipage l'a repéré, une petite silhouette sur la pente blanche de Sandy Glacier, à environ 4600 pieds, bien en dessous et à l'ouest de la route standard. Un hélicoptère militaire Black Hawk survole la pente, ses puissantes pales soulevant une véritable tempête de neige. Mary, se protégeant les yeux de la neige qui vole dans toutes les directions, regarde un secouriste descendre lentement du véhicule à l'aide d'une corde. Le câble oscille sous l'effet du vent, mais le professionnalisme de l'équipage permet à l'hélicoptère de rester pratiquement immobile. Le secouriste a atterri sur une crête enneigée à environ 15 mètres au-dessus de sa position.
Tout en avançant dans la neige épaisse vers Mary, il maintient un contact visuel permanent avec elle. « Êtes-vous Mary ?» Son cri perce à peine le bruit des hélices. Elle ne peut que hocher la tête, sentant les larmes se figer instantanément sur ses joues. C'était la première fois en 6 jours qu'elle voyait une personne vivante. « Nous devons nous rendre au point d'évacuation. » L'infirmier indique un endroit où une ligne de vie avec un dispositif de levage est fixée. Une distance d'environ 30 pieds en diagonale, une distance qui, dans des circonstances normales, pourrait être parcourue en 1 minute. Mais pour Mary, épuisée par 6 jours de lutte pour la vie, avec une jambe blessée et un corps épuisé, ce dernier tronçon semblait interminable. Elle commence à ramper lentement dans la neige, s'accrochant à chaque bosse. L'infirmier la suit de près, prêt à l'aider à tout moment, mais réalisant qu'elle doit se débrouiller seule. La neige est trop profonde pour la porter. Les derniers mètres qui la séparent du sauvetage ne sont pas plus faciles que tous les jours précédents où elle s'est battue pour survivre, mais elle a de nouveau un objectif devant les yeux. Lorsque Mary a finalement atteint le dispositif de sauvetage, l'infirmier l'a rapidement et habilement installée dans la chaise spéciale. Le signal a été donné et le câble a commencé à les soulever lentement vers l'hélicoptère en vol stationnaire. Le sol commence à se dérober et les pentes escarpées du mont Hood, qui ont été sa prison pendant les 6 derniers jours, s'estompent peu à peu. Dans le cockpit de l'hélicoptère, elle est immédiatement enveloppée dans des couvertures chaudes et reçoit les premiers soins. Le Black Hawk a mis le cap sur Portland, où une équipe médicale était déjà prête au Legacy Emanuel Medical Center. Pendant le vol, les médecins ont été surpris de constater qu'en dépit de 6 jours passés dans des conditions extrêmes, l'état de Mary était relativement stable. Elle était épuisée, déshydratée, gravement blessée à la jambe et souffrait de gelures, mais elle était encore consciente et capable de répondre aux questions. Ses parents l'ont accueillie à l'hôpital. En voyant le visage en pleurs de sa mère et le regard inquiet de son père, Mary a ressenti une nouvelle poussée d'émotion. Tous ces jours, elle avait cru leur dire adieu, mais maintenant ils étaient là, tout près, vivants et réels. La première chose qu'elle dit à travers ses larmes est « Je suis désolée de t'avoir fait peur ». Un examen médical a révélé une grave blessure à la cuisse nécessitant une intervention chirurgicale et des gelures scopièdes. Les médecins se sont étonnés qu'elle ait échappé à l'hypothermie et à des blessures plus graves. « J'espère que je pourrai continuer à courir pieds nus », plaisante Mary, alors que les médecins examinent ses orteils gelés. Cette capacité à plaisanter après toutes ces expériences a surpris même les médecins. Dès le lendemain, elle a donné une brève interview depuis sa chambre d'hôpital. « J'ai un but dans la vie, dit-elle. Et maintenant je sais avec certitude que ce ne sont pas que des mots. » Ses yeux brillaient d'une nouvelle compréhension qui ne vient qu'après avoir affronté la mort et être revenue. À ce moment-là, elle savait déjà que cette histoire changerait non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. 2 semaines à l'hôpital ont passé comme un jour. Tandis que les médecins luttaient contre les effets des engelures et soignaient sa jambe blessée, Mary apprenait à apprécier les choses simples. La chaleur d'une couverture, le goût de l'eau plate, la possibilité de s'allonger dans un lit propre. Chaque jour lui apporte une nouvelle force, mais aussi une nouvelle prise de conscience du fait qu'elle s'est approchée du bord du... L'histoire de Mary Grimm ne s'est pas arrêtée à son sauvetage du mont Hood, elle a plutôt marqué le début d'un nouveau voyage. Les 2 semaines passées à l'hôpital lui ont permis non seulement de se rétablir physiquement, mais aussi de repenser profondément sa vie. Lorsqu'elle était allongée dans sa chambre d'hôpital, ses pensées revenaient souvent sur ces 6 jours passés sur la montagne, y trouvant à chaque fois de nouvelles leçons et un nouveau sens. Après sa sortie de l'hôpital, le long travail de retour à la vie normale a commencé. La physiothérapie l'a aidé à retrouver la mobilité de sa jambe blessée et des traitements spéciaux ont évité à ses orteils gelés de graves conséquences. Mais les changements les plus importants se produisaient à l'intérieur. Mary n'était plus la jeune fille sûre d'elle qui pensait pouvoir surmonter n'importe quelle situation à force de persévérance. Son attitude à l'égard des montagnes et de la nature a changé pour toujours. Les montagnes nous enseignent l'humilité, dira-t-elle plus tard dans une interview. Elles nous montrent à quel point nous sommes petits et vulnérables face aux forces de la nature. Mais cette prise de conscience s'accompagne d'une autre, celle de la force intérieure de l'être humain, capable de survivre dans les conditions les plus difficiles. Peu à peu, un nouveau chemin s'est dessiné dans sa vie. Alors qu'elle était encore à l'hôpital, Mary a évoqué son désir de devenir traductrice de la Bible et de travailler avec des personnes vivant dans des régions reculées du monde. L'expérience du mont Hood n'a fait que renforcer cette ambition. Lorsque vous frôlez la mort de si près, raconte-t-elle,
vous commencez à comprendre ce qui est important dans la vie. Il ne s'agit pas d'accomplissement personnel ou d'innovation. C'est la possibilité d'aider les autres, de faire quelque chose de vraiment significatif. En 2022, Mary a réalisé son rêve. Elle travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec Wycliffe Bible Translator. Sa vie est remplie d'un nouveau sens et d'un nouveau but, bien loin de ses anciennes ambitions d'alpiniste. Mais chaque fois qu'elle regarde les chaînes de montagnes de ce pays lointain, elle se souvient de ses 6 jours sur le flanc du mont Hood, des jours qui lui ont appris à apprécier chaque instant de la vie et qui lui ont montré qu'il faut parfois se perdre pour se trouver vraiment. Cette histoire nous amène à nous interroger sur les motivations des personnes qui partent seules en montagne. Où se situe la limite entre le courage et l'insouciance ? Et surtout, avons-nous vraiment besoin d'être au bord de la mort pour réaliser notre véritable objectif ? Chacun d'entre vous a peut-être sa propre histoire d'un moment qui a changé sa vie. Partagez-la dans les commentaires. Discutons, argumentons et essayons de trouver ensemble des réponses à ces questions difficiles. Si vous êtes aussi accroché par cette histoire que moi, donnez-lui un « j'aime ». Cela aidera les algorithmes à la montrer à ceux qui peuvent vraiment s'en préoccuper et en avoir besoin maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, il y a beaucoup d'autres histoires à venir sur des personnes qui ont traversé des défis incroyables et qui ont trouvé leur chemin pour les surmonter. Et maintenant, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le destin nous donne parfois une seconde chance pour une bonne raison.